Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci à vous pour ce mot d'accueil très chaleureux et cette présentation très sympathique. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour introduire votre seconde journée de congrès annuel et je remercie le réseau des directeurs financiers et de contrôle de gestion et bien sûr son président de me faire l'honneur d'inaugurer cette deuxième matinée de travail qui, je crois, s'annonce passionnante. Alors, ma présence devant vous a en apparence de quoi surprendre. Premier président d'une juridiction vieille de plusieurs siècles, vous l'avez rappelé, je n'ai a priori pas grand-chose à faire devant votre assemblée composée en grande majorité d'acteurs du monde de l'entreprise. Et pourtant, aussi atypique que cela puisse paraître, j'ai souhaité répondre à votre invitation parce qu'il me semble que les activités des juridictions financières ne sont en fait pas si éloignées des vôtres qu'elles n'en ont l'air. Il suffit pour s'en convaincre de considérer le programme de vos 2 journées de congrès. Beaucoup des sujets que vous avez ou allez aborder constituent des préoccupations communes à celles des juridictions financières. Je citerai sans être exhaustif la digitalisation, l'impact des nouvelles technologies sur les activités de contrôle, le pilotage de la performance ou encore la maîtrise des risques. Et fort de nos similitudes comme de nos identités propres, nous avons, je crois, beaucoup à gagner à partager les défis communs que nous rencontrons et à échanger autour des perspectives de transformation que nous engageons chacun de notre côté. Surtout, et ce sera mon second message, les valeurs de performance et d'engagement dont vous avez choisi de faire le fil rouge de votre congrès sont au cœur de la transformation des administrations publiques à laquelle les juridictions financières s'efforcent de contribuer dans l'exercice de leur mission. Alors, l'activité de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes vous est sans doute familière, peut-être pas tant que cela. Peut-être êtes vous-même, je l'espère, lecteur, lectrice de certains de nos travaux. Je crois néanmoins utile de vous donner en guise d'introduction quelques éléments de présentation de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Vous pourrez apprécier ainsi, au travers de ce modeste bilan d'activité, la proximité qui peut nous lier, malgré les apparences. Vous l'avez rappelé, nous avons été créés en 1807 par Napoléon Ier, même si nous sommes issus de la cour du roi, dont les premières traces remontent à 1190 et Philippe II Auguste. Et depuis, la Cour des comptes s'est vue confier des missions croissantes que l'on a coutume de regrouper en 4 grandes catégories. Contrôler la gestion de toutes les entités qui reçoivent de l'argent public, juger les comptes des comptables publics, responsables personnellement, pécuniairement, des fonds qu'ils manipulent, certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale et évaluer ou contribuer à l'évaluation des politiques publiques. Au total, ce sont plus de 1 000 milliards d'euros qui relèvent du contrôle de la Cour, volume qui pourrait faire pâlir quelques directions d'audit des plus grandes entreprises que vous représentez. Alors, face à ces enjeux, la Cour n'est qu'une modeste ETI, entreprise de taille intermédiaire, employant un peu moins de 800 personnes. Son budget ne représente que 0,02% des administrations publiques relevant de son champ de compétences. Or, à côté de la Cour, dans les territoires, depuis 1982, vous avez un réseau de chambres régionales et territoriales des comptes qui exerce sur les collectivités territoriales, leurs établissements publics, une triple compétence, le jugement des comptables publics, le contrôle des comptes et de la gestion, et celui des actes budgétaires. Or, enfin, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales ont le statut de juridiction. Elles sont donc indépendantes de tous les pouvoirs publics, composées de personnel ayant pour certains le statut de magistrat, et ceux-ci disposent de garanties fortes pour exercer leur activité, une totale liberté de programmer leurs travaux, dans la conduite aussi de leurs instructions, un principe de collégialité qui préside à toute décision et l'existence d'un débat contradictoire avec les entités auditées. Or, malgré ces caractéristiques spécifiques, les juridictions financières partagent
avec les entreprises que vous représentez des défis communs. J'en citerai 3. Le premier défi est celui de la redevabilité. Peut-être pourrais-je parler devant vous du terme accountability. Vous en êtes, comme moi, les témoins privilégiés. Les attentes de nos concitoyens sont de plus en plus fortes vis-à-vis de leurs dirigeants, qu'ils soient chefs d'entreprise, responsables de grandes administrations publiques ou même bien sûr élus. Et dans le contexte actuel, rendre compte de l'usage qui est fait des fonds publics comme privés est une mission fondamentale, un impératif démocratique et sociétal qui nous dépasse. D'ailleurs, cette mission n'est pas nouvelle. Au XVIIIe siècle déjà, le surintendant de la marine Pierre-Victor Malouet l'a résumé d'un argument simple, qui reste d'une brûlante actualité. Un compte n'est pas une affaire qui s'arrange à l'amiable. La reddition d'un compte est une chose de rigueur. Si vous ne soumettez pas toutes les dépenses à un contrôle général permanent et au jugement d'un tribunal impérial à l'époque, vos administrations ruineront le royaume. Alors certes, le propos s'adresse aux gestionnaires publics, mais qui peut croire aujourd'hui que seules les administrations publiques seraient soumises à l'obligation de rendre des comptes? Or, bien sûr, il n'y a pas de redevabilité sans responsabilité. En la matière, les administrations publiques ont des spécificités fortes, distinguant la responsabilité de ceux qui prennent la décision financière, c'est ce que nous appelons les ordonnateurs, qu'ils soient ministres, élus locaux ou dirigeants d'un établissement public, et la responsabilité de ceux qui l'exécutent, c'est-à-dire les comptables chargés d'encaisser les recettes, d'effectuer les dépenses. Et la responsabilité des gestionnaires devant les juridictions financières est très spécifique. Elle est distincte d'une part de leur responsabilité managériale et d'autre part de leur responsabilité pénale qui peut être mise en jeu pour les fautes les plus graves. Or, ce régime que d'aucuns jugent parfois à tort, obsolète, est particulièrement protecteur vis-à-vis des comptables qui prémunit de subir des pressions contraires aux intérêts de la collectivité publique dont ils ont la charge. Il protège également ceux qui prescrivent la dépense en leur assurant la sécurité et la régularité de leurs décisions par l'existence d'un contrôle indépendant. Et favoriser la reddition de comptes telle que nous le faisons, chacun dans nos activités, ce n'est pas décerner les bons et les mauvais points, ce n'est pas non plus se substituer aux autorités à qui revient la prise de décision, c'est assurer avec transparence et rigueur la bonne information de tous dans les entreprises, celle des actionnaires, financeurs, décideurs, employés, dans les administrations publiques, celle des citoyens. Et c'est alerter quand le respect d'engagements financiers collectifs est menacé ou remis en cause. Surtout, c'est proposer également des solutions, des scénarios de gestion utiles aux instances chargées de les mettre en œuvre. Et ce point m'amène au second défi que nous partageons, celui d'être dans le débat public, dans nos entreprises comme dans nos administrations, des forces de proposition impartiales, crédibles, accessibles et, nous l'espérons, écoutées. C'est un défi permanent au sein des juridictions financières. Pour certains, je sais que vous n'en êtes pas. La Cour des comptes est parfois assimilée à une fabrique de rapports présentant des constats sans réel impact, formulant des recommandations dont beaucoup restent lettres mortes. C'est, je crois, de moins en moins vrai. La réalité est heureusement différente et beaucoup plus satisfaisante. Chaque année, près de 80 à 100 rapports sont réalisés par la Cour et sont rendus publics. Chacun donne lieu, en plus des constats de gestion, à la formulation de recommandations dont le suivi est assuré pendant 3 ans par nous. En 2017, ce suivi montrait que près de 70% des recommandations formulées par la Cour avaient été au moins partiellement mises en œuvre par les administrations concernées. Alors bien sûr, les bénéfices budgétaires issus du suivi de ces recommandations ne se chiffrent pas forcément en milliards. Ici, c'est une dépense fiscale inefficace qui est supprimée. Il y en a d'ailleurs beaucoup. Là, un parc immobilier coûteux qui va être rationalisé. Ailleurs encore, ce sont des dépenses de personnel qui seront mieux pilotées et maîtrisées. Naturellement aussi, l'accumulation des déficits et des situations persistantes de gaspillage d'argent public peuvent donner l'impression que les juridictions financières prêchent dans le vide. Ce serait toutefois méconnaître profondément le rôle que leur a confié la Constitution. Les juridictions financières informent, chiffrent, recommandent, sanctionnent parfois et surtout rendent public, mais il ne leur appartient jamais
bien évidemment, de se substituer aux autorités issues du suffrage universel. Elle risquerait, sinon, d'inventer un gouvernement des juges qui menacerait le fonctionnement démocratique de nos institutions. Et si la situation est nettement perfectible, l'indicateur de suivi des recommandations que je vous ai citées démontre, je crois, une approche éprouvée de l'audit des comptes. Pour être entendu, il faut d'abord être compris, et c'est pour cette raison que nous avons placé la pédagogie au cœur de la transformation de nos travaux, pédagogie quant au support que nous utilisons, pédagogie sur nos normes de contrôle, pédagogie dans nos échanges avec les administrations que nous auditons. Pour être plus écoutés encore, nous devons aussi relever le défi de l'accessibilité. Lors des Journées européennes du patrimoine en septembre dernier, nous avons réalisé auprès des visiteurs que nous avons accueillis un petit sondage. Il constituait à leur demander quel serait le meilleur moyen de faire connaître au plus grand nombre nos travaux. Aucun d'entre eux n'a cité la lecture complète d'un rapport. On peut les comprendre d'ailleurs. Au contraire, sont revenus le plus souvent la réalisation d'une vidéo ou d'une infographie, le partage de quelques mots sur les réseaux sociaux ou encore l'écriture de lignes de synthèse. À l'heure du tweet et des fake news, c'est à nous, auditeurs, de chercher les meilleurs moyens de nous adapter à l'hyper-rapidité de la lecture, au meilleur partage de l'information financière que nous produisons, à objectiver au maximum ces informations dans un contexte où, effectivement, il n'est pas toujours facile de faire le tri. Cela m'amène à ce que je crois être le troisième défi que nous partageons, celui de la transformation numérique. Adapter nos métiers, nos activités à la digitalisation est désormais une impérieuse nécessité. Hier, penché sur des liasses de comptes, le magistrat financier manipule aujourd'hui des bases de données budgétaires dématérialisées. Demain, c'est le contrôle des algorithmes et des codes sources qui transformera encore notre quotidien professionnel. Et à nous de recruter, de former les talents qui nous sont nécessaires, à nous de réinviter des méthodes de contrôle 2.0, à nous de nous saisir de ces nouveaux objets de contrôle, à nous de faire rimer transformation numérique et performance financière. C'est un vrai défi pour nous et nous nous employons au niveau de la Cour des comptes à nous entourer justement des compétences nécessaires pour assumer et assurer cette transformation numérique. Alors, performance, c'est justement le terme que vous avez choisi pour guider vos échanges pendant 2 jours. C'est un terme qui nous est cher dans les juridictions financières et je voudrais faire part de 2 convictions en la matière. Je vous rappellerai d'abord, pour y avoir modestement contribué dans de précédentes fonctions, que l'État s'est engagé dans une transformation inspirée de l'activité des entreprises. La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a eu pour ambition de transformer le référentiel budgétaire, comptable de l'État, en passant d'une logique de moyens à une logique de résultats. Chaque euro public dépensé doit l'être pour une finalité précise, et les documents budgétaires et comptables doivent en rendre méthodiquement compte. Chaque euro dépensé doit permettre d'atteindre des objectifs de politique publique dont le résultat doit être mesuré par des indicateurs, charge aux administrations, au Parlement, après la clôture de chaque exercice budgétaire, d'en apprécier la bonne atteinte sous le regard de juridictions financières. Les administrations publiques ne sont toutefois pas allées au bout de cette logique, et on peut le regretter. Cette démarche ambitieuse, qui peut vous sembler relever de l'évidence, doit pourtant être au cœur de la transformation des administrations publiques. C'est précisément cette culture de la performance qui guide les travaux de la Cour des comptes. Performance de l'action publique, ça a souvent été un gros mot d'ailleurs pour beaucoup de décideurs publics. Moi, je me rappelle quelques auditions devant des commissions parlementaires où, en utilisant le terme de performance, je pouvais être repris par tel ou tel responsable politique. L'esprit de la LOLF, c'est de faire rimer performance, efficacité, efficience et action publique. Il n'y a pas de raison que la performance soit confinée au secteur public à partir du moment où c'est de l'argent public. Au contraire, on doit exiger, bien évidemment, de la performance, de l'efficacité et de l'efficience. Et à chaque contrôle des comptes, nous nous posons 2 questions. D'abord, les résultats de l'action publique sont-ils conformes aux objectifs et aux règles définies par les pouvoirs publics eux-mêmes? Ensuite, peut-on garantir à nos concitoyens que chaque euro dépensé l'est de façon optimale?
Et précisément, la question de l'efficacité de la dépense publique, de l'utilité de chaque euro dépensé n'est pas réglée dans notre pays. En témoigne le constat réitéré de ce que l'on peut considérer comme un mal français. Ainsi, le niveau de dépense publique est en France plus élevé que dans la plupart des autres pays européens. Il ne m'appartient pas d'apprécier ce niveau de la dépense publique. On parle de 1 290 milliards d'euros, près de 56% de notre richesse nationale. Et pourtant, et c'est là où nous pouvons intervenir, les résultats obtenus dans de nombreux domaines de l'action publique ne sont pas à la hauteur des moyens déployés, des efforts consentis pour les financer, comme si en la matière s'appliquait la loi des rendements décroissants. Nous sommes sur le podium dans le monde sur le niveau de dépenses publiques. Nous sommes rarement sur le podium en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de nos politiques publiques. Pourtant, sans dépenses publiques efficaces, la légitimité de l'impôt s'efface, le consentement au prélèvement s'effrite chez les citoyens comme chez les entreprises que vous représentez. Et c'est ma seconde conviction, magistrat des comptes, nous pouvons témoigner combien le contrôle des comptes participe de l'amélioration de la performance, la mise en évidence de gaspillage, voire d'abus constitue avant tout un levier de transformation systémique dans chacune des entités que nous contrôlons. Ici, nous pouvons sanctionner des marchés irréguliers qui témoignent d'une organisation peu performante, d'une direction des achats, par exemple. Là, nous signalons un endettement excessif qui ampute les perspectives d'investissement et d'acquisition d'actifs ultérieurs. Ailleurs, nous pouvons alerter sur des résultats de gestion structurellement déficitaires qui appellent à redéfinir les priorités d'activité. Et contrairement aux caricatures, notre rôle n'est donc pas seulement de faire la chasse à la mauvaise gestion, de sanctionner les abus, ça fait partie de notre travail, mais il est aussi de proposer des solutions concrètes pour améliorer les conditions de délivrance du service public et donc le quotidien de nos concitoyens et de nos entreprises. Plutôt que de dépenser plus, il nous faut apprendre à dépenser mieux, voire moins, en certaines circonstances, sans doute dépenser autrement. Nous devons comprendre les écarts entre les moyens dépensés et les résultats finalement obtenus. Surtout, nous devons dégager les moyens suffisants pour répondre aux défis de notre société, le pouvoir d'achat, l'éducation, l'assurance maladie ou encore la sécurité, et donc faire des choix de politique publique. C'est toute la noblesse du politique, d'ailleurs, de faire des choix. En vous parlant du pilotage par la performance, d'analyse des risques, de transformation numérique, vous constatez comme moi combien les défis de l'action publique, comme des entreprises que vous représentez, peuvent se rejoindre. De la performance de la première peut dépendre celle de la seconde, l'inverse est vrai aussi. Et à nous, collectivement, bien sûr, de nous engager pour saisir la pleine mesure de ces défis et offrir les résultats les plus concrets. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction de vos travaux de votre journée. Merci pour votre invitation. Je vous souhaite une belle journée d'échange.